Parfait. Donc, rebonjour. Vous savez, quand on parle de protéger nos rivières et nos eaux au Québec, on fait face quand même à plusieurs défis, dont l'immensité du territoire, les ressources humaines, financières limitées pour la surveillance de ces eaux. Donc, ce qui entraîne quand même des gaps, des lacunes au niveau des données et également des issues, et également sur des connaissances qui devraient être issues de ces données. Donc, la science participative ici prend tout son sens dans la mesure où elle permet à travers des initiatives, de faire collaborer des chercheurs, des organisations ou des porteurs de projets, des scientifiques avec le grand public, je dirais, ou des personnes non scientifiques pour aider à combler ces lacunes. Donc aujourd'hui, on va explorer deux initiatives de sciences participatives, donc qui de première vue semblent assez très distincts, mais qui sont quand même qui renferment quand même une certaine réalité de synergie entre elles. Donc la première, on va parler de iTrack DNA. Donc, c'est un projet qui nous plonge dans l'infiniment petit. Donc, en nous montrant comment les citoyens peuvent contribuer à documenter, grâce à des traces d'ADN, la biodiversité des cours d'eau. Donc, cette initiative va nous être présentée par Julie, qui a consacré ses recherches en immunologie, en biologie et au sein de l'INS à Manfrappier. Puis, a parfait je dirais son expertise en postdoctoral en biologie moléculaire au sein de l'Agence mondiale antidopage. Donc, son parcours se distingue quand même par une maîtrise assez pointue de la biologie moléculaire et de l'analyse génétique. Donc, ce programme également, je dirais que iTrack DNA, ben, pourrait peut-être se présenter, faire cette présentation, mais elle encadre quand même pas mal d'étudiants. Elle s'occupe du projet. Puis également, elle a contribué à la mise en place de la table sur l'ADN environnemental. Donc, le deuxième projet, donc, sera bien évidemment Water Rangers, qui c'est une initiative citoyenne donc qui contribue à la connaissance de l'état de santé des cours d'eau. Donc via cette fois-ci par la prise des paramètres physico-chimiques. Donc on a d'un bord iTrack DNA qui permet de voir qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau. Puis, on a d'un autre bord Water Rangers qui nous permet de comprendre comment ces organismes se trouvent dans l'eau à travers les paramètres. Donc, c'est un peu le parallèle que moi je peux faire, ou le lien que je fais entre ces deux projets. Donc, Laura, elle est responsable de la communauté, comme je l'ai mentionné tantôt, et des opérations chez Water Rangers. Donc, qui a pour vocation de s'inscrire dans la quête de la quête des connaissances, donc à travers la démocratisation de la science de l'eau et doter les citoyens des instruments nécessaires à la vigie des écosystèmes. Donc, elle y est depuis 6 années déjà. Puis elle accompagne justement des citoyens à mieux connaître leur eau. Donc, pour la suite, avant que je ne passe la parole à Julie, je préviens un petit quiz que j'aimerais vous partager pour que vous puissiez nous dire, fait, juste pour prendre votre pouls en répondant à ça. Cette question, donc, quels paramètres de l'eau vous inquiètent le plus? Est-ce que c'est juste une question de brise-glace, en quelque sorte? Donc, je vais changer de partage d'écran, puis on va essayer de voir ce que vous en pensez. Donc, ça, on a les coliformes fécaux, les PFAS, cyanobactéries. Donc, ça rentre un peu dans ton créneau, Julie. Donc,
On voit que les coliformes fécaux viennent en priorité. Donc, c'est intéressant de savoir. Donc, en attendant, je vais autoriser Julie à partager. Moi, tu peux écrire les microplastiques, là. Le code QR, là, c'est pas mon bail. Donc, euh, on voit quand même qu'on a deux paramètres qui reviennent en masse. Donc, c'est ça. Merci pour votre contribution. Je vais demander à Julie de faire sa présentation. Donc, je vais arrêter la mienne et la laisser présenter. Tu peux aller, tu peux essayer. C'est ce que je fais. Vas-y, tu as Voilà. l'autorisation. Il y a eu un petit délai. Il y a eu un petit délai. Il fallait que je l'accepte. Donc, vous voyez mon écran. Oui, Et je fais ça. Voilà. Ça devrait être bon. parfait. Parfait. Bon, ben, merci, Rodrigue, pour cette présentation, puis pour me permettre aussi de présenter le projet iTrack DNA, qui a certainement porté un petit peu plus loin l'ADN environnemental au Canada, entre autres, par ce projet-là. Le projet iTrack DNA, c'est un projet de 4 ans, de 12 millions, qui est pan-canadien, qui a été co-dirigé par Karen Elbing à l'Université Victoria et Valérie Langlois à l'INRS au Terre Environnement, dont je suis la coordonnatrice, mais jusqu'en septembre prochain. Donc, le projet termine bientôt, mais il est ô combien plus grand qu'avant. Il continue quand même s'il ne s'appellera plus iTrack DNA, ça va rester des grandes recherches sur l'ADN environnemental pour une progression. C'était aussi un projet qui était une étroite collaboration avec 4 Premières Nations, deux dans l'Ouest, deux dans l'Est, qui étaient Abitibi-Winnie et les Cris, mais il y en a eu d'autres après. C'est ça, ça a fait beaucoup de chemin, ce projet-là. Donc, pourquoi d'abord on a développé ce projet-là? C'est d'abord parce que, entre autres, les espèces envahissantes nous forcent à dépenser. Il y a plein d'enjeux, en fait, dont les espèces envahissantes, qui nous forcent à dépenser beaucoup d'argent pour protéger les ressources naturelles et notre biodiversité. Tiens, ça va être dans ta question quiz, Rodrigue, les espèces envahissantes aussi, ça peut être. Oui, Ensuite, faut mettre aussi du temps pour la biosurveillance. Puis, les méthodes conventionnelles, c'est souvent coûteux et très chronophage. Euh, la génomique, elle vient nous aider, peut venir en aide à ces méthodes conventionnelles-là. Par contre, il faut voir à ce que ces nouvelles méthodes-là deviennent d'une grande fiabilité, puis qu'elles soient standardisées pour que les utilisateurs, c'est-à-dire les gouvernements, les OBNL, les Premières Nations, les industries, puissent être confiants des résultats de biosurveillance et d'enquête de terrain. Donc, puissent être confiants des résultats qui ont obtenus par les méthodes ADNE quand viendra le temps de prendre des décisions par la suite. À travers les 4 ans et même encore aujourd'hui, on a eu beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui sont passés et actuels. Certains ont contribué aux retombées et les impacts que je vais vous parler dans quelques instants. Rapidement, on peut d'abord faire une comparaison entre les méthodes conventionnelles et l'ADN environnemental. D'abord, les méthodes conventionnelles ont certaines limites. Donc, d'abord, par exemple, les fenêtres d'opportunité par rapport aux saisons, surtout au Québec, sont limitées. La nécessité de l'expertise pour plusieurs espèces sur le terrain, par exemple, pour repérer puis identifier des espèces particulières ou rares.
D'autres limitations, il y a plusieurs méthodes conventionnelles qui nécessitent de perturber les espèces cibles, les colliers électroniques, les pièges, la pêche électrique, etc. Puis les compétences des observateurs sont variables, ce qui peut ajouter certains biais aux enquêtes de terrain. Il y a certaines enquêtes qui sont très coûteuses en temps et en argent. Donc, il y a une attente, là, l'attente qui est longue là, pour détecter, par exemple, une espèce rare. Le salaire de la main-d'œuvre qualifiée aussi est quand même assez élevé et les équipements sont souvent des équipements spéciaux qui sont coûteux. Euh, les méthodes d'ADN environnemental peuvent remédier à quelques lacunes. D'abord, la précision d'une identification par PCR permet la détection d'une espèce par sa séquence génétique, donc on évite certains doutes pour l'identification d'une espèce. Par cette précision, la méthode devient plus sensible et plus efficace. Donc, l'efficacité, surtout parce qu'on peut réduire considérablement le temps d'échantillonnage et le nombre de sites aussi d'échantillonnage. La méthode est moins invasive, on réduit le risque de transfert de pathogènes, le nombre de permis exigés aussi pour certaines fois. Donc, très, très rapidement, là, parce que je suis pas mal sûre que tout le monde sait qu'est-ce que l'ADN, mais on en parle tout le temps quand même, on l'intègre. On sait que c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est une molécule à l'intérieur de la cellule qui détient le code génétique. Pour toutes les espèces, l'ADN est constitué de 4 nucléotides, adénosine, cytosine, guanine, thymine. C'est l'arrangement unique de ces bases-là qui vont définir et former chaque espèce. Même si plusieurs espèces vont partager des séquences communes, il y a toujours des régions de l'ADN qui contiennent des séquences uniques qui vont définir une espèce puis qui donnent les traits reconnaissables ou des caractéristiques physiques particulières. Ces régions uniques-là nous permettent de différencier les espèces et en étudiant l'ADN de ces espèces différentes-là, on donc en identifiant ces régions uniques, on peut développer des outils d'ADN environnemental sous forme de ce qu'on appelle amorce et sonde, appelons un essai de détection ou un kit de détection de l'espèce, pour isoler justement les régions et amplifier leur ADN dans un échantillon environnemental. L'ADN environnemental, c'est décrit comme la méthode qui repose sur l'hypothèse que lorsque les espèces vivantes accomplissent leurs processus vitaux dans leur environnement, elles vont libérer de manière exogène le matériel génétique par la libération des cellules de la peau, des poils, de gamètes, de mucus, matière fécale, etc. Et ce matériel-là, libéré, va persister dans leur environnement pendant une courte période de temps. Le matériel génétique peut être récolté en utilisant des méthodes d'échantillonnage rigoureuses et ça va permettre d'analyser l'ADN environnemental au laboratoire en amplifiant ou en séquençant des régions d'ADN spécifiques. Une fois amplifié, l'ADN d'espèces spécifiques peut être reconnu et quantifié dans un échantillon grâce à la méthode qPCR ou par séquençage. Donc, appliqué avec rigueur, ce procédé va permettre de déduire la présence d'une espèce. On peut récolter l'ADN environnemental dans différentes matrices. Le plus commun, c'est l'échantillonnage de l'eau, mais vous allez voir, dans certains cas, on a déterminé d'autres matrices comme les sédiments, le sol, etc. À partir de ces échantillons, on peut faire différentes analyses dépendamment de la question qu'on se pose, la question de recherche qu'on se pose. On peut faire une recherche sur une espèce spécifique, donc on va utiliser le qPCR, ou on peut faire une recherche plus élargie par séquençage ou ce qu'on appelle metabarcoding, qui permet d'avoir un profil de la biodiversité d'un site d'échantillonnage donné. Au cours du projet iTrack DNA, on a construit un module de formation qui est un impact majeur, là. Un des premiers impacts, c'est d'avoir un des livrables, en fait, du projet, c'était de bâtir un gros module de formation. C'est ce qui va amener, pour amener les gens surtout à être autonomes pour faire leur plan expérimental, leur échantillonnage et les envois d'échantillons pour l'analyse. Les parties analyse, généralement, c'est exécuté par des gens qui possèdent l'expertise et le laboratoire, mais la formation qu'on a développée permet une bonne compréhension des analyses et des rapports émis par les analyses, ce qui permet une certaine autonomie aussi, advenant le cas où il y aurait des décisions à prendre à la suite de leurs résultats obtenus.
C'est pourquoi on veut rendre le plus possible la formation accessible et claire, afin que la communication entre les gens de terrain comprenne les besoins des gens de labo et vice-versa. Le plus de connaissances, par exemple, plus de connaissances sur les possibles contaminations, comment l'ADN doit être conservé, comment l'ADN peut se dégrader, etc. Ça permet une bonne communication puis des bons résultats robustes. Justement, le premier exemple d'impact du projet fait en sorte que certains sont allés jusqu'à se bâtir un labo, donc sont allés jusqu'à full autonomie. Par exemple, une communauté Micmac qui a décidé d'être complètement autonome, puis va bâtir leur labo, donc ils vont aller de l'échantillonnage jusqu'à l'analyse de leurs propres échantillons. Il y a aussi Annie-Claude Bellil, anciennement étudiante postdoc dans notre laboratoire, qui est maintenant professeure à l'UQAT, qui a bâti son labo et peut former ses étudiants maintenant pour l'échantillonnage et l'extraction d'ADN à ses étudiants. Autre grande réalisation, c'est quand même important, je pense qu'on est pas mal les premiers. C'est la publication de 2 normes canadiennes pour faire avancer les méthodes d'ADN environnemental vers une réglementation. Parce que c'est un peu le but, c'est d'augmenter la crédibilité, uniformiser, consolider la méthode pour que le pays s'accorde avec des méthodes rigoureuses et valables. La première méthode a été publiée pour d'abord définir et uniformiser la terminologie, aussi pour élaborer des exigences de base pour communiquer des résultats d'ADN environnemental. Donc, ce que doit contenir un rapport d'analyse d'ADN environnemental, c'est quoi les contrôles, les protocoles nécessaires, les résultats bruts, etc. La deuxième norme est plus spécifique à la méthode d'analyse ciblée par QPCR. Donc, quelles sont les exigences en matière de performance d'un essai de détection? Quelles sont les exigences en matière du nombre d'échantillons, le nombre de réplicas, les contrôles terrain, les contrôles de laboratoire? On aime beaucoup les contrôles. Plus on va avancer loin dans ces normes-là et le consensus des méthodes, plus on va pouvoir amener l'ADN environnemental vers une crédibilité réglementaire, puis se servir de cet outil-là pour des recherches et le recensement de terrain. Euh, j'ai mis juste sur le site de la table d'ADN environnemental du Québec, vous pouvez voir les normes qui sont soit en développement, puis les 2 normes qui sont publiées là, par la Canadian Standard Association là, qu'on a publiées dans le cours du projet iTrack DNA, si vous voulez aller les voir. Euh, Puis, bon, on en vient à quels sont les impacts de ce projet-là. Ben, j'ai pris juste les impacts au Québec parce que c'est pas mal ceux que je coordonnais. Donc, mais j'ai mis au-delà du projet iTrack parce que ça l'a fait des petits, puis ça continue. Donc, c'est en développement. Donc, je parlerai pas de toutes, mais je vais donner des exemples de résultats et d'impact du projet. D'abord, avec la communauté Abitibi-Winnie, on a travaillé beaucoup avec eux, puis ils sont très formés. Mais au départ, dans le projet, on demandait à la communauté de choisir 10 espèces qui sont dans leur intérêt pour qu'on puisse développer les kits de détection que je parlais tantôt. Si je peux donner des exemples de pourquoi ils voulaient ça. Bon, évidemment, le caribou, je pense que les 4 Premières Nations ont choisi le caribou parce qu'il était très important pour eux. Mais par exemple, la communauté Abitibi-Winnie voulait aussi voir la progression vers le nord des cerfs de Virginie parce qu'ils sont infectés par le ver des méninges et ça peut affecter la vie des autres cervidés, caribous et orignal, qui sont très importants pour eux. Parce que le caribou et l'orignal, ils ne peuvent pas tolérer le ver des méninges, contrairement aux cerfs de Virginie. Aussi, des espèces invasives comme le dindon sauvage, donc voir la progression sur leur territoire. La martre d'Amérique et le pécan ont une grande dynamique voyons, ils se volent le territoire, donc ils voulaient voir c'était quoi la dynamique de ça.
En plus de ces espèces, beaucoup de choses ont été finalement développées encore plus sur le territoire Abitibi-Winnie. D'abord, ouais, c'est ça. D'abord, pour la petite, ben pas juste pour la petite chauve-souris brune, mais on a développé une méthode. Il y avait des pouponnières à chauve-souris, puis vous voulez identifier les chauves-souris. Puis je parlais de matrice tantôt, mais c'est avéré que la meilleure façon de détecter les chauves-souris, dans ce cas-ci, c'était la petite chauve-souris brune. C'était avec un doigt de coton qu'on frottait à des surfaces clés. Puis on pouvait après extraire l'ADN puis détecter les chauves-souris, l'ADN de chauve-souris. Ensuite, il y a aussi l'autre matrice qu'on a développée avec Abitibi-Winnie. C'était la neige qui s'est avérée la meilleure matrice pour détecter le caribou et l'orignal, plus que l'eau en fait. Aussi, avec ça, c'est vraiment, on a développé aussi, puis c'est une méthode très, très facile d'échantillonnage. C'est avec, on met des membranes dans des balles de pickleball et c'est une bonne matrice pour détecter les tortues. Donc, la communauté a travaillé beaucoup avec nous, continue en fait de travailler avec nous tout le temps. Puis des activités similaires, donc les formations aussi, est maintenant faite avec les Anishinabés de Lac-Simon en ce moment. Autre participation marquante, puis je devrais dire presque permanente pour celle-ci, c'est le Zoo sauvage de Saint-Félicien. Il collabore encore avec nous régulièrement. Le Zoo sauvage nous permet évidemment d'avoir des contrôles terrain de certains animaux, puisqu'on les voit très bien et ils utilisent l'eau dans l'environnement où est-ce qu'ils sont. Donc, on voit là, les différents animaux qu'on a pu en fait valider nos essais. Donc, on prenait de l'eau, puis on pouvait valider de terrain nos essais. C'est bien les valider labo, mais les valider terrain aussi. On peut aussi, avec eux, justement, optimiser notre méthode d'échantillonnage passive là, avec les balles de pickleball. Euh, voilà. Et toujours dans la participation sociale, on a développé aussi, oui, ça c'était particulier, on a développé un atelier qui était d'abord destiné à la jeune clientèle de l'Aquarium de Québec. Mais finalement, l'atelier a fait du chemin, a passé par justement des présentations aux Zoo de Saint-Félicien. On est allé jusqu'à la COP 15 à Montréal. Puis ça l'a abouti aussi à la télévision dans une émission quotidienne. Ici, on voit que c'est Noémie de Génome Québec qui présente notre atelier à Gino Chouinard. Donc, c'est allé quand même assez loin. On a également travaillé avec la communauté CRI. Encore une fois, on leur a demandé de choisir 10 espèces. Celles-ci étaient plutôt rares pour la plupart. Donc, quand on a fait les premiers échantillonnages terrain, étant donné là, que c'était des espèces rares, puis on avait un peu pas peur, mais on craignait de ne pas en détecter pour certains, on a voulu démontrer la crédibilité de la méthode en échantillonnant pour détecter des espèces contrôles, des espèces qui avaient été observées par les biologistes du site minier qu'on échantillonnait. Donc, Grand Brochet, Perche chaude et Dorée jaune qui avaient observé. Donc, on a montré qu'on pouvait les détecter dans plusieurs stations. Ensuite, on a fait, bon, on a échantillonné pour d'autres espèces. Puis ces premiers essais pilotes-là ont permis, puis c'est en train de se faire, ça a permis de poser la question de recherche à la communauté CRI. Pourquoi ils cherchent à voir pourquoi il y a une diminution de plusieurs salmonidés qui sont des espèces d'intérêt pour eux dans ces régions-là. Donc, on fort à parier là, que c'est peut-être des prédateurs, mais on est en train d'investiguer pour ça. Donc, les CRI maintenant sont formés pour échantillonner, ils nous envoient les échantillons, puis on peut les aider à analyser. Ensuite, autre participation avec des Premières Nations, cette fois-ci, c'est la communauté Inuit. En 2024 et 2025, il y a eu deux campagnes d'échantillonnage par hélicoptère qui ont été menées le long du bassin versant du Parc national de Courujouac.
qui couvre une quarantaine de sites qui est répartis dans les rivières Coroc et Georges. Eux voulaient obtenir un portrait de la biodiversité faunique dans l'ensemble de l'écosystème. Ces travaux-là, ils ont été réalisés avec une étroite collaboration avec la communauté inuit locale. La communauté a contribué aussi à la sélection d'espèces cibles d'intérêt. Ça nous a permis de développer des nouveaux kits de détection, dont le beluga, le phoque barbu, la loutre de rivière. Il y avait aussi une étroite collaboration avec Nunavik Park et l'UQTR, qui sont maintenant aussi formés pour échantillonner. Donc, ça fait beaucoup d'autonomie et beaucoup de formation très pertinente. Hello, Julie. La communauté, oui. Je sais pas si tu vois ton chat, mais il nous reste peu de minutes, là, s'il te plaît. Oui, oui, j'ai presque fini. Dans le fond, c'est la dernière slide, en fait. Fait que Ah, OK. voilà. Donc, c'est Merci. ça. Fait que, ensuite, ben, c'est ça. Il y en a plein d'autres. Dont aussi, on a publié disponible un petit livre de vulgarisation scientifique qui permet de démystifier l'ADN environnemental, décoder la nature, dont j'en suis co-auteur avec plusieurs autres. Et si vous voulez voir aussi une autre réalisation qui a été faite par un cinéaste, qui est environ 7 minutes, sur le site de iTrack DNA, dans la page principale, vous allez pouvoir trouver un petit film qui explique l'ADN environnemental avec des images assez saisissantes. Que vous allez voir aussi, Abitibi-Winnie a participé et je pense que c'est Guitaniard, la Première Nation de l'Ouest, qui ont participé au film. Voilà, c'était pas si pire. Dans Faut le pas, temps. faut pas que je m'emporte dans ce temps-là. Ben, c'était parfait. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Pas de problème. J'ai-tu départagé mon écran? Non, Non, on pas la encore. voit encore. OK. Je vais juste. Juste, non, Non. c'est sur Je Zoom. cherchais. Non, c'est ça. C'est parce que je Là, c'est cherchais. fait. Il était caché, mon petit piton. Parfait. Donc, on va continuer avec Laura qui a le micro pour nous présenter Water Rangers. Tu peux Parfait. présenter. Oui, merci Rodrigue. Je vais partager mon écran. J'ai une vidéo à partager, donc je sais que la dernière fois, il fallait que je partage mon son également. Donc, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes techniques tantôt. Mais merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ma présentation sur la science participative pour la surveillance de la qualité de l'eau. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec Water Rangers, donc j'ai essayé de faire une présentation un peu plus sur des nouveaux projets sur lesquels on travaille pour que ce soit un peu différent des autres présentations que vous avez peut-être vues. Donc, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas familiers trop avec Water Rangers, on est un organisme à but non lucratif canadien et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on opère. Et notre mission, c'est d'abaisser les barrières afin que tous peuvent disposer des outils et des connaissances pour surveiller leurs plans d'eau locaux. Donc, on travaille surtout avec les rivières, les lacs, mais on a aussi des outils pour l'océan, donc pour l'eau salée et l'eau saumâtre. Quand je parle de nos outils ici, on a développé des trousses d'analyse de la qualité de l'eau pour les tests physico-chimiques et on a aussi une plateforme de données qui est très facile à utiliser, qui a été vraiment pensée avec les scientifiques communautaires pour qu'ils puissent partager leurs données ouvertement. Et on a aussi des applications pour les téléphones Apple et Android pour pouvoir facilement téléverser, je devrais dire, les données sur la plateforme. Donc, notre vision, c'est que les gens, ils vont protéger ce qu'ils aiment. Donc, on dit souvent aux gens, l'endroit qui est le meilleur à surveiller, c'est celui où vous pouvez retourner souvent, que vous aimez, qui est proche de chez vous. Et puis, on le voit dans les actions que les gens prennent. Donc, une fois que les gens commencent à faire la surveillance de l'eau, ils commencent à enseigner à d'autres personnes à tester l'eau également. Ils vont commencer à passer plus de temps dans la nature, à l'extérieur, et ils vont commencer aussi à parler plus aux autres personnes de la protection de l'environnement. Donc, on voit ça comme un environnement comme tout connecté. On fait la collecte, l'analyse de l'eau, mais après ça, on apprend à connaître les plans d'eau d'une manière différente et on finit par faire plus de choses pour la protection des plans d'eau.
Donc, un petit visuel de notre impact à date des dernières années. Donc, sur la plateforme, on a plus de 600 000 données qui sont partagées avec plus de 9 000 emplacements surveillés. On a 20 pays qui partagent des données sur la plateforme. Les 3 pays les plus actifs, c'est le Canada, les États-Unis et on a beaucoup de groupes en Angleterre, donc au Royaume-Uni également. Je vais parler d'un projet au Royaume-Uni qu'on a un petit peu plus tard. L'équipe de Water Rangers, on est une petite équipe, on est 5 personnes temps plein, mais dans les 10 dernières années, on a formé environ 44 000 personnes et on continue à en former tout le temps. On a distribué plus de 7 000 trousses et on a plus de 500 jeux de données qui sont partagés sur la plateforme et ça vient d'environ 300 organisations. Donc, on fait de la science communautaire, mais chacun de ces ensembles de données, de ces jeux de données, sont gérés par un organisme, que ce soit une association de lacs, une municipalité, un OBV, une école. Euh, ces, ces bénévoles sont gérés par quelqu'un. Je voulais parler d'un de nos collaborateurs qui est DataStream. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec DataStream, c'est une plateforme de données pour le Canada qui regroupe les données ouvertes de beaucoup différents acteurs sur la qualité de l'eau au Canada. Donc, ils ont des données gouvernementales, des données communautaires, de municipalités, d'OBV, et tout ça est à un endroit pour que les gens qui ont des questions à propos de la qualité de l'eau puissent aller consulter toutes ces données à cet endroit-là. Et puis, depuis 2021, on a une intégration avec la plateforme de DataStream pour les groupes qui respectent certains standards de qualité et qui continuent à collecter des données. Ils peuvent connecter leur groupe de Water Rangers à la plateforme DataStream. Et puis, automatiquement, les données sont mises sur la plateforme DataStream pour qu'ils puissent rejoindre un plus grand public. Et ce qu'on entend dire aussi, c'est que ça fait un peu plus que les bénévoles sont très contents de voir que leurs données sont à côté, par exemple, de données gouvernementales, c'est à un endroit. Ça les motive à continuer à faire de l'échantillonnage. On a aussi un très vaste programme éducatif. Donc ça, j'en parle souvent un peu moins dans les présentations du collectif de l'eau Québec, mais je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui parce qu'avec plusieurs OBV, on travaille surtout dans le côté éducatif. Donc, on forme les jeunes à l'analyse de l'eau. Puis, c'est les mêmes outils qu'on utilise avec les jeunes qu'on utilise avec les adultes. Donc, ils vont apprendre à faire de l'analyse pour la conductivité, l'oxygène dissous. On a des bandelettes tests pour le nitrate, pour le pH, l'alcalinité, la dureté. Puis on relie tout ça avec qu'est-ce qui se passe en termes de changement climatique, en termes de pollution avec les salles de voirie aussi. On a des bandelettes pour le chlorure. Donc, on travaille avec des éducateurs à travers le Canada. Donc, on a formé environ 2500 éducateurs. Et on fait beaucoup d'événements aussi pour les jeunes à travers le Canada. Donc, notre équipe se déplace pour différents événements où on fait des événements en ligne également. Puis, on considère qu'on forme la prochaine génération de testeurs de l'eau. Donc, de plus en plus, on essaie de pouvoir donner des outils pour que les gens puissent interpréter leurs données. Donc, on a des guides qui viennent dans les trousses qui expliquent qu'est-ce que veut dire les différentes données, mais on vient de sortir une nouvelle fonctionnalité sur notre plateforme. Donc, on a mis des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Mais on a aussi plusieurs lignes directrices régionales, donc par province, qui sont maintenant sur la plateforme. Donc, quand les gens partagent leurs données, si les données sont en dehors de ces lignes directrices-là, ils vont être comme flagués, comme on le voit sur la photo, avec l'oxygène dissous qui est un peu bas à cet emplacement, qui a été partagé par l'OBVAJ, l'organisme de bassin versant en Abitibi-Jamésie. Donc, ça donne un peu plus de contexte sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les données veulent dire. Et c'est pour aider les gens, dans le fond, à répondre à la question, est-ce que mon lac ou ma rivière est en santé? On veut pas juste que les données existent, on veut que les gens puissent les interpréter, qu'ils puissent les guider à prendre différentes décisions sur qu'est-ce qui devrait être fait avec ces données. Donc, on commence lentement, après 10 ans de collecte de données, à penser, mais qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens de faire avec ces données comme action? C'est sûr que tout est très local comme recommandation, mais on commence là, lentement à se diriger vers cela.
Une initiative dont je voulais vous parler, c'est un labo communautaire. Donc ça, c'est une initiative qu'on a en Angleterre dans un quartier qui s'appelle Guildford. Et puis la question qu'on cherche à répondre avec ce labo communautaire, c'est est-ce que je peux me baigner ici en toute sécurité? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la culture de baignade dans les rivières en Angleterre est très, très présente. Donc, les gens font beaucoup, beaucoup de baignade dans les rivières, mais ils ont aussi beaucoup de problèmes avec le colis. Donc, on parlait de coliformes fécaux tantôt. Nous, ce qu'on fait, c'est des analyses pour le colis. Et puis, pour ceux qui le savent, les analyses de colis de laboratoire peuvent être très, très chères. Donc, on utilise une méthode qui s'appelle IDEX ColiAlert, qui revient à environ 25 dollars par échantillon pour faire de l'échantillonnage. Et puis, c'est les gens locaux qui habitent proche de la rivière Wey qui collectent des échantillons le vendredi entre 9 et 12 emplacements le long de la rivière. Ils apportent les échantillons au laboratoire communautaire et il y a des gens qui ont été formés spécifiquement pour faire les analyses. Et puis le vendredi, ils les font et le samedi matin, ils vont publier les résultats en personne au laboratoire, mais aussi en ligne sur une petite plateforme qu'on leur a faite spécifiquement pour ça, pour que les gens puissent ensuite voir est-ce que cet endroit où je vais me baigner normalement, est-ce qu'il est sécuritaire ou non. Donc, ça nous aide à éviter que les gens soient malades en allant se baigner à des endroits qui sont contaminés. Et puis, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'organisme Le Garde Rivière des Outaouais, qui est basé à Ottawa, ils utilisent une méthode, la même méthode, c'est le IDEX colilaire, pour leurs analyses de colis aussi à différents endroits. Si vous connaissez pas l'organisme, je voudrais aller le voir. Ils font du vraiment beau travail. Ils ont beaucoup d'outils éducatifs en ligne également. Donc, à venir, on continue à développer des outils pour évaluer les risques pour la santé liés à la baignade. On a maintenant une trousse E-coli qu'on est en train de tester avec des bénévoles alentour du lac Erie. Et on va aussi développer des nouveaux outils éducatifs qui sont liés au rapport de bassin versant, qui est un des rapports qu'on avait fait sur les 167, 168 sous-bassins versants qu'il y avait au Canada pour analyser la santé générale de l'eau. Donc, on va développer des outils éducatifs reliés à ça, donc les invertébrés, plus d'outils pour la qualité de l'eau, ainsi que la santé des poissons et le débit de l'eau. On va aussi développer plus d'outils d'interprétation des données sur notre plateforme, mais aussi pour relier au bassin versant. Comme j'ai mentionné, on travaille avec l'Université de la Colombie-Britannique pour développer des nouveaux outils d'interprétation qui vont être dans la prochaine itération des rapports de bassin versant qui va sortir dans les prochaines années. Et on développe aussi des nouveaux outils pour comprendre comment on peut intégrer les données de la science communautaire dans la prise de décision. Donc ça, on travaille beaucoup déjà là-dessus avec des groupes en Angleterre, mais on veut amener un peu du savoir-faire qu'on a là-bas ici. Donc, on applique présentement pour du financement pour ça, mais c'est quelque chose qui nous excite beaucoup là, de travailler là-dessus. Donc, ma présentation était courte, mais c'est parce que j'ai gardé un petit 7 minutes à la fin parce que j'ai une petite vidéo que je veux vous présenter sur un très beau projet qu'on a fait. J'espère que vous l'avez pas déjà vu, mais on travaille avec la municipalité de Val-des-Monts qui ont un programme de surveillance de la qualité de l'eau. Donc, pour vous donner un petit peu plus de contexte, c'est une très petite municipalité en termes d'habitants. Ils sont environ 14 000, mais ils ont un territoire énorme. Ils ont même deux OBV qui sont sur le territoire. C'est ABVD7. Je pense que l'autre, c'est Kobaric. J'oublie le deuxième. Faudrait que je vérifie, mais ils ont environ 130 lacs sur leur territoire. Donc, les gens sont très intéressés à savoir c'est quoi la qualité de l'eau, comment elle change avec le temps. Donc, ils ont établi un programme de suivi de la qualité qui est super, super beau, super intéressant, beaucoup d'informations sur leur site Internet. Et ils utilisent nos trousses en plus d'échantillonnage de laboratoire qui est basé sur le réseau de surveillance volontaire des lacs. Puis le programme a été un petit peu lent à commencer cet été, un petit peu de retard, mais il va commencer en août. Et puis, on a aussi des données des dernières années sur notre plateforme. Donc, je vais partager la vidéo. Si quelqu'un peut me faire un thumbs up pour s'assurer que vous puissiez entendre le son quand ça commence dans 1 minute. Ici, c'est mon paradis.
À tous les jours, je me lève le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je trouve ça beau. C'est une méditation pour moi. Je m'appelle Claire Michel-Sirois. Je suis enseignante à la retraite depuis 2019. Et mon but à la retraite, c'était de créer l'association du lac Twin. Mes loisirs, c'est d'aller jouer sur l'eau. Alors, si je peux aller me promener en canot le matin, je trouve que c'est très, très beau, l'éclairage. Des fois, il y a une petite brume sur le lac. C'est vraiment extraordinaire. Et là, j'entendais une symphonie d'amphibiens. On entendait beaucoup de grenouilles, de wawarons, de rainettes. Et puis maintenant, on les compte sur les doigts. Alors, j'ai décidé, OK, il faut que je fasse quelque chose pour cet environnement-là parce qu'il est en déclin. Et puis, il faut l'aider, il faut changer nos façons de faire, il faut s'adapter et ça presse. Et de voir aussi que la municipalité pouvait collaborer avec nous dans cette lutte-là. Parce que, tu sais, quand on entreprend une lutte comme ça, on se sent vraiment seul et tout d'un coup, on a d'autres personnes qui nous aident, surtout venant des décideurs. En fait, Val-des-Monts, ça se distingue un peu par son territoire naturel. Avec Val-des-Monts, il y a environ plus de 150 lacs là, sur le territoire, de plans d'eau, de rivières. Donc, c'est sûr que ça se distingue par sa richesse naturelle. L'accès aux plans d'eau, les gens viennent ici beaucoup pour s'établir, pour profiter un peu de la nature. Le programme de suivi de la qualité de l'eau de la municipalité, c'est un programme qui a été mis en place en 2021. Puis ce programme découle du plan directeur de l'eau qui a été adopté juste un peu avant. Puis ce programme-là, en fait, vise à obtenir un portrait global de la qualité de l'eau sur le territoire. Donc, le programme de suivi de la qualité de l'eau est divisé en 2 phases, chaque phase étant environ composée de 50 lacs. Puis, dans le fond, c'est un programme qui est assez vaste. Bien sûr, on a des ressources à l'interne qui font le suivi de la qualité de l'eau, mais on compte beaucoup sur la participation des associations de lacs et des bénévoles pour participer. En collaboration avec la municipalité et Water Rangers, on fait l'envoi au laboratoire. Fait qu'il y a une partie qui est analyse laboratoire plus en profondeur, mais il y a aussi une partie où les gens sont capables d'obtenir des données en temps réel sur le plan d'eau. Donc, c'est un programme dans lequel on va faire des analyses qui vont viser à établir où on se situe dans le processus d'eutrophication naturelle d'un plan d'eau. Donc, c'est sûr que le processus d'eutrophication, c'est un processus naturel qui arrive au travers des millions d'années. Ce qui arrive, c'est qu'avec la pression anthropique, on vient souvent accélérer ce processus naturel-là. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec le programme, c'est établir où on se situe dans ce processus pour, en fait, prendre les actions ou les mesures de mitigation nécessaires pour assurer qu'il y ait une pérennité des plans d'eau et qu'on puisse en profiter pour les générations futures. On vient faire ça au travers de différents paramètres, notamment le phosphore, la chlorophylle, le carbone organique dissous, la transparence de l'eau, le pH. Donc, c'est une panoplie de paramètres qui font en sorte que ça nous indique à quel état trophique le plan d'eau se situe. Puis ensuite de ça, on est capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau. On est une petite municipalité encore avec un super de grand territoire. Donc, de couvrir tous ces plans d'eau-là, c'est sûr que ça devient un défi. De là, la nécessité de la communauté puis de la participation citoyenne. Je suis Nathalie Lavigne. Je suis résidente à temps partiel du lac McGregor depuis 3 ans. Je suis consultante en développement durable, ce qui est très en lien avec ce que je fais au sein de l'association. J'ai adoré l'expérience. Je trouvais que dans mon travail de tous les jours, quand je travaille en développement durable et que j'aide les gens à être plus responsables, souvent c'est très théorique. Je
suis très préoccupée par l'environnement au sens très large. Les changements climatiques, ça fait partie, c'est au cœur de ce que je fais dans la vie comme travail. Donc, c'est sûr que quand j'arrive à travailler au sein d'une organisation comme l'Association du lac McGregor, qui a pour mandat de protéger la qualité de l'eau pour la qualité de vie des riverains, c'est sûr que j'ai des préoccupations. Tout de suite, quand j'ai vu qu'il y avait une collaboration avec l'organisation Water Rangers, je me suis dit, ah, OK, ça, c'est vraiment génial parce que la municipalité elle va plus loin que sa cour arrière pour aller voir que font les autres lacs, quels sont les outils qui existent déjà, pas besoin de réinventer la roue, les processus. Donc ça, tout de suite, j'ai trouvé, OK, ça, c'est très prometteur pour l'avenir. La plateforme, ce qu'elle fait, son grand avantage, c'est qu'elle permet la démocratisation, si tu veux, des tests d'eau. J'ai plein d'émotions, puis quand je me mets à penser à l'avenir du lac ou à l'avenir de tous les lacs de Val-des-Monts, la qualité de l'eau qui est tellement intimement liée à la qualité de vie des gens. Puis en collaboration avec la municipalité, bien nous, ce programme-là, puis les données concrètes qu'on collecte, bien vont permettre de guider nos actions là, dans ce processus. C'est vraiment ce que j'espère là, pour la municipalité. Et voilà ma petite vidéo sur un très beau projet. C'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais arrêter là, comme ça on a un bon petit moment pour les questions. Je te repasse la parole, Rodrigue. Merci pour cette belle vidéo. La présentation était vraiment belle. Puis je vois ça suscite de l'enthousiasme dans le chat là, et que c'est vraiment beau. Je sais pas si dans le chat il y a juste une question. C'est la question à Nadia. Je sais pas si tu peux peut-être poser ta question et mieux placer le contexte, si tu veux, s'il te plaît. Ben Merci. oui, je pourrais. Bonjour, merci à Laura et à Julie. C'était des présentations très intéressantes. Je connais un peu les deux organismes. Puis là, ben justement, ça fait pas longtemps que j'ai déménagé dans les Laurentides. Puis c'est beaucoup la question justement sur nos cours d'eau, la qualité de nos lacs, nos rivières. Ça se pose en ce moment. Puis ben moi, j'aimerais ça qu'on ait ces initiatives-là dans ma communauté où j'habite. Puis ma question, c'est un peu, ben, tu sais, je suis un peu au courant de certains groupes de riverains, de lacs, tu sais, mais moi, j'habite pas sur le bord de l'eau. Tu sais, je suis juste une citoyenne dans mon village, mais j'ai accès à des plans d'eau pour aller me baigner. Puis, euh, ben comment, mettons, Laura, Water Rangers, comment on peut encourager nos municipalités à justement faire un peu la même chose que qu'est-ce que tu viens de montrer? C'est un super bel exemple. Puis je pense qu'il faudrait les montrer. Tu sais, j'ai l'impression que, surtout dans les Laurentides, il y a un momentum de vouloir faire ces choses-là, mais la communauté, tu sais, je pense justement encourager les gens de faire la collecte de données eux-mêmes. C'est là où on se connecte plus à nos cours d'eau, on comprend plus la réalité. Tu sais, puis en tout cas, j'aimerais juste comme citoyenne, j'aimerais ça avoir ça chez nous. Puis comment le faire, ça serait ma question, là. C'est une très bonne question, merci. C'est une question difficile à y répondre aussi. Je dirais que Val-des-Monts, c'est sûr que c'est un peu unique, c'est un bel exemple, mais ils ont toujours eu, ou ça fait très longtemps, une culture d'association de lacs qui était très forte. Donc, plusieurs des lacs avaient déjà des associations de lacs qui faisaient des analyses eux-mêmes. Puis, c'était une question de comment les rassembler pour que l'information puisse être disponible à plus de gens pour que l'information serve à la municipalité. Donc, c'est venu un peu de là. Donc, je suis sûre que où tu es, il y a sûrement beaucoup d'organismes qui font déjà beaucoup, mais qui sont peut-être pas aussi connectés ou qui ne font pas le rayonnement de qu'est-ce qu'ils trouvent avec le reste de la communauté. Donc, souvent, c'est une question de voir qu'est-ce qui
se fait déjà, les soutenir eux dans leurs efforts, dans leurs démarches, parce que sûrement que si toi qui n'habites pas proche de l'eau veux que ces projets se passent, les gens qui habitent proche de l'eau, ils en ont sûrement déjà parlé aussi, ils ont peut-être déjà des efforts qui sont en place pour le faire, mais c'est sûr que c'est beaucoup de pression. Des différents organismes qui sont en place, qui font déjà des activités dans cette vague de différentes choses qui sont à faire. Donc, je dirais de s'unir avec les organismes qui font déjà beaucoup de travail et puis de mettre de la pression sur la municipalité ou de parler aux OBV qui ont peut-être des programmes aussi ou qui peuvent appliquer pour du financement pour des programmes, de travailler avec la municipalité. C'est toujours un bon cheminement à prendre. Mais il n'y a pas de A, B, C, D. On fait ça, puis après ça, le programme est en place, malheureusement. Ouais, non, non, c'est ça, mais c'est ça. Je vais quand même regarder, voir sur. Je pense que vous avez une carte interactive pour voir qu'est-ce qui est déjà fait. Mais moi, Oui. en tout cas, la section de lac que je connais, qui est le lac où je vois ou que j'ai accès, j'ai l'impression qu'il manque justement une présentation comme que tu viens de faire, qui manque un peu de l'information à certains de nos programmes, puis euh, ben c'est sûr que je vais essayer d'en parler, tu sais, mais moi je suis pas membre de l'association. En tout cas, tu sais, je sais pas, tu sais, aussi cette présentation-là, si on va être capable de partager peut-être le webinaire aujourd'hui, ça serait intéressant. Oui, ben, Je pense- effectivement, à la fin, on aura l'enregistrement, donc on va le mettre sur le site web où vous avez fait l'inscription. Vous verrez l'enregistrement à cet endroit. Puis probablement aussi par courriel, vous pourriez recevoir le lien. Donc, pour le partage, il n'y a pas de sujet à ce problème. Il y avait une autre question d'Éric qui demandait combien de temps peut rester l'ADN dans l'environnement. Je pense que c'est juste à Julie. Oui, c'est très, très variable pour ce qui est de la conservation intacte de l'ADN dans l'eau. Souvent, la température, c'est le pire ennemi de l'ADN environnemental. Quand l'eau est plus froide, souvent elle va tomber dans les sédiments. Donc, la plus récente va se retrouver à la surface de l'eau et tranquillement, l'ADN environnemental va se retrouver dans les sédiments. C'est pourquoi on est capable, dans le Grand Nord, dans la glace, de détecter de l'ADN ancien. Fait que ça peut être conservé très longtemps, mais la conservation dépend beaucoup des rayons UV, de la chaleur. Donc, des contaminants, de certains contaminants qui pourraient avoir des enzymes là, qui dégraderaient l'ADN. Fait que je pourrais pas dire un temps exact, mais ça dépend de beaucoup de variables là, qui pourraient affecter l'ADN, dont la chaleur, qui est beaucoup ça. Puis il y avait aussi, je crois, euh, Oui, oui. les embarcations, oui. C'est sûr qu'il va y avoir des contaminations. Pour ce qui est, c'est en deux volets, là. Pour ce qui est du faux signal, justement, c'est pour ça qu'on vient à mettre les normes. Plus on va faire de contrôles, donc des contrôles négatifs, des contrôles positifs, plus on va réduire nos faux signaux voyons, nos faux négatifs, faux positifs. Donc, tout est dans la rigueur aussi, puis dans la manière de faire la détection. Mais ça ne serait pas un faux signal si c'est de l'ADN environnemental. Justement, je prends exemple sur la moule zébrée, là, parce que les embarcations sont très... c'est pour ça qu'il faut les nettoyer, parce que la moule vient se coller. Donc, ça se peut que ce ne soit pas un faux signal, ça se peut que ce soit quelque chose qu'on détecte. Mais la rigueur au niveau des échantillonnages terrain puis des nombres de réplicants en laboratoire fait en sorte qu'on réduit là, nos faux signaux. Puis l'autre petite, pour la crédibilité, oui, on en a parlé beaucoup à cause de, justement, évidemment, j'avais pas assez de temps pour en parler, mais une grosse, grosse activité du projet iTrack DNA, qui fait en sorte aussi qu'on a travaillé beaucoup avec les Premières Nations. Il y avait aussi un gros volet de sciences sociales qui était dirigé par Jérôme Duprat et Hugo Asselin à l'UQAT et à l'UQO. Puis Caroline Tivierge puis Limoilou Amélie Renaud ont publié, je crois qu'ils sont dans les publications du site iTrack. Mais oui, il y a énormément
c'est très, très large, les opinions de l'ADN environnemental. Je dirais ceux qui ont été formés, je dirais, mettons, la première année où on a posé les questions, qu'est-ce que vous pensez de l'ADN environnemental, avec ceux qui avaient aucune idée de ce que c'était, ça serait intéressant de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'ils en ont fait beaucoup plus. Mais c'était beaucoup dans les questions qu'ils ont posées, puis dans les résultats qu'il y a eu, c'est évidemment les gens qui étaient plus au courant, comme des techniciens de laboratoire ou des scientifiques, évidemment, avaient une crédibilité plus élevée envers l'ADN environnemental que les gens qui connaissaient pas ça. Ou carrément l'inverse, eux, il y en a qui se disaient, mais c'est merveilleux. Fait que c'était très large de qu'est-ce qu'ils pensaient. Mais le consensus était, oui, s'il y a des normes, oui, si ça vient à être dans la loi, ils vont plus y croire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est un peu, ça faisait partie là, d'une grosse activité du projet iTrack DNA. OK. Ben, merci pour vos réponses. C'est, ça quand même assez d'enthousiasme par rapport à ces beaux projets. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, j'en avais une question à poser. Ben, très rapidement, là, c'est juste pour savoir, euh, on pourrait imaginer, comment dire, en fait, une collaboration ou alors comment faire parler vos deux données? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable vu que vous les faites chacun de son bord? J'imagine que lorsqu'on collecte des données sur l'ADN environnemental, on prend quand même les paramètres physico-chimiques aussi en avant, mais est-ce que c'est possible de faire parler les données des deux, vu que vous êtes positionné sur deux plateformes différentes? Je vais répondre, Laura, tu répondras après si tu veux. Oui, on prend toujours les paramètres parce que de toute façon, tout affecte l'ADN, donc on veut s'assurer, puis c'est toujours conjoint. On ne prend pas que de l'ADN environnemental, donc oui, il y a tout le temps pH, turbidité, oxygène et tout, oxygène dissous. Donc, ben oui, c'est sûr que collaborer. Il y a des fois qu'il y a des biologistes sur place, donc ils peuvent nous donner leurs données ou on les prend nous-mêmes, dépendamment de l'échantillonnage. Mais en général, si on fait une publication, on met jamais que l'ADN environnemental, on va mettre tous les paramètres de l'eau qui ont été mesurés aussi. C'est super important. Il y a Marie-Lie Castonguay qui vient de terminer son doctorat a fait des grosses études. Bon, elle, c'était en laboratoire, mais elle a voulu regarder les métaux, le pH, qu'est-ce qui affectait la molécule d'ADN en soi, parce que c'est hyper important pour voir si est-ce que c'est parce que l'ADN est complètement dégradé ou c'est parce qu'il y a peu d'abondance des individus là, qu'on cherche, là. Donc, c'est super important, les paramètres de l'eau. OK, merci. Je peux ajouter, premièrement, je trouve l'ADN environnemental super fascinant. J'adore écouter les présentations. Donc, merci Julie, j'ai beaucoup aimé ta présentation. Puis, pour nous, dans le fond, comme Julie en a parlé, là, il y a beaucoup de nouveaux standards qui sont établis pour l'ADN environnemental. En ce moment, c'est encore une nouvelle méthode très prometteuse. Il y a beaucoup de recherches qui est faite. Pour nous, de notre côté, on met juste des données qui ont déjà des standards établis. Pour Water Rangers, on utilise les standards de données de WQX, de Environmental Protection Agency, qui est américain. Donc, on respecte ces standards qui sont établis. Donc, pour l'ADN environnemental, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre sur la plateforme un jour. Pour le moment, non. Parce qu'il y a beaucoup de développements qui sont encore faits, ça change encore. Mais notre plateforme, elle regroupe non seulement les données qui ont été prises avec nos outils, mais aussi avec d'autres analyses, donc les analyses de laboratoire, tout ça. Il y a beaucoup plus de données que les gens peuvent mettre sur la plateforme que juste qu'est-ce qu'ils prennent avec nos échantillons. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voudrait offrir dans le futur, mais pour le moment, pendant que Julie fait toute cette recherche et développement sur les standards, ça va être un non pour les prochains mois, années. On va voir comment ça se développe. Merci pour cette réponse, Laura et Julie. Merci pour votre présentation. C'était vraiment assez intéressant comme présentation et on comprend en fait mieux ces différentes initiatives
le tout contribue à maintenir la santé de nos cours d'eau, à les surveiller et aussi à impliquer les différentes parties prenantes dans les citoyens. Donc, on est arrivé au terme de cette session. C'est sûr qu'il y a toujours à avoir des questions, toujours d'interrogations, mais on n'est pris pas le temps. Donc, je tenais justement juste à vous remercier de votre participation et l'enregistrement sera disponible juste après qu'on ait arrêté. Donc, sur ce, je vous remercie et bon dîner à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Stop.